Et maintenant, je voudrais passer la parole à Marc, notre ministre en charge des relations avec le Parlement, mais également en charge de la participation et des questions de participation citoyenne. Vaste sujet. Marc, évidemment, expérience d'élu, de maire, de conseiller régional, de ces différents mandats que tu as portés, du mandat de député également auprès de nous. Voilà, quel est ton regard? On a déjà commencé, nous, à travailler ensemble sur ces sujets et je te laisse la parole, puisqu'après, nous la passerons à Fabien, qui témoignera de son expérience également d'élu de petite commune, et nous vous passerons la parole avant de rejoindre François Rebsamen en visio vers midi. Simplement, merci Isabelle, heureux d'être avec vous ce matin pour parler de ces sujets de la démocratie nationale et de la démocratie locale. D'abord, rebondir sur ce qu'a dit, juste en 2-3 mots, sur ce qu'a dit Jean-Louis en introduction et en préambule, en chapeau, comme tu as dit, général, en sommaire, sans être lapidaire. Au-delà de toutes les contingences que tu as évoquées, il me semble qu'on a plusieurs contingences qui restent quand même difficiles dans le moment qu'on vit pour la démocratie représentative et pour la démocratie tout court. C'est d'abord... on est très soumis aux émotions du moment et les réseaux l'amplifient, mais on est quand même, c'est très difficile de gouverner quand on est à ce point soumis à la question de l'émotion et à une temporalité qui est extrêmement courte. Deuxième chose, tu l'as dit à juste raison, je trouve on va vivre dans un moment plus que jamais contraint. Et donc comment on va expliquer ce qu'est la part de la capacité du politique à avoir sa propre liberté quand on a quand même des académiques, notamment pour faire face aux défis climatiques que tu as évoqués. Et au fond, le cadre, il va être assez vite tracé. Et donc, on pourrait très vite se retrouver avec des citoyens qui disent, mais au fond, à quoi ça sert de voter? Puisque, finalement, c'est à peu près le chemin climatique qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire le chemin économique et sans doute le chemin social qu'il faut qu'on fasse. Que tout ça a des conséquences, évidemment, économiques et sociales, avec des mesures qui vont être plutôt désagréables, hein, plutôt douloureuses. Et quelle est la part du politique? Et donc, du politique au sens de la démocratie, parce que les Chinois aussi font de la politique, hein. Mais quelle est la place de la démocratie représentative et de la démocratie tout court quand on a ces contraintes-là qui pèsent? Et puis, deux éléments complémentaires, les éléments de complexité, parce que tout ça est quand même très complexe, à la fois pour les politiques. Moi, j'ai toujours été fasciné de voir que, parfois, y compris au niveau local, l'abandon de la complexité par les politiques faisait que c'était plus les politiques qui décidaient. Et moi, je pense qu'il faut quand même que, y compris au niveau local, les politiques réinvestissent le champ de la complexité, parce que s'ils n'appréhendent pas eux-mêmes la complexité, c'est d'autres qui feront pour eux. Et ça, je pense que c'est un élément important. Puis le dernier point, ça a été évoqué, je crois, par François hier au dîner, c'est quand même tout ça, quand même la décision publique et la décision politique, locale ou nationale, elle doit être éclairée par les faits et un peu par la science. Même éclairée, je n'ai pas dit poussée, on l'a bien vu d'ailleurs dans la question sanitaire. Sauf qu'on est dans un moment aussi où la science est remise en cause. Et donc, on voit bien que tout ce qui présidait au principe, le temps long, la capacité à éclairer la décision, le fait de se mettre un peu à distance de l'émotion, pose une question, à mon avis, démocratique assez lourde pour nous tous. Deuxième chose que je voulais dire, c'est... j'écoutais ce que tu disais, Hervé, notamment sur la question, au fond, démocratie. La démocratie est mieux est continue au niveau local, et le problème du niveau national, c'est qu'elle est discontinue. Il y a un temps démocratique, et la présidentielle, et après, plus rien. Mais quand tu dis on répond au problème démocratique en disant c'est la démocratie locale parce qu'elle est continue, on fait une erreur. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de la démocratie nationale? On continue à avoir besoin d'un Parlement, d'un gouvernement et d'un président de la République. Donc, au fond, ta réponse, pour moi, n'est pas la réponse au problème central, qui est le problème de la démocratie au niveau national. Et c'est pas le local qui va y répondre. Et attention à ce que ça soit pas le local qui vienne, parce qu'il ne pourra pas se substituer à la démocratie nationale. C'est ça la difficulté dans laquelle on est. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, l'ambiguïté dans laquelle on est. Parce qu'il n'y aurait pas d'un côté la démocratie continue, ouverte, locale, et la démocratie fermée et discontinue, nationale. En tout cas, il faut qu'on trouve des réponses au niveau national. Alors, ça a été dit par Jean-Louis dans tas de domaines. Moi, je ne renonce pas à l'idée qu'on puisse, c'est le ministre des Relations avec le Parlement, ministre et Relations avec le Parlement, ce qui ne fait pas la position la plus confortable qui soit dans les équilibres de pouvoir au niveau national. Mais je vois bien, je le dis sous l'œil de Richard, ce que nous avions essayé d'œuvrer. Malheureusement, l'œuvre a été interrompue, mais sur ce qu'est la nécessité quand même de réfléchir au pouvoir du Parlement. Parlement qui parfois lui-même organise sa propre incapacité à agir. Parce que quand le seul, alors c'est aussi le fait des médias, quand le seul moyen de savoir si on fait des choses, c'est de faire de l'amendement, en fait, vous organisez votre impotence.
collective. Et c'est un mouvement continu depuis pas ce quinquennat-là, depuis des années. C'est plus on fait de l'amendement, plus on pense qu'on agit. En fait, ce n'est pas ça qui fait agir une majorité, qui fait le pouvoir d'une majorité sur un gouvernement. Donc ça marche si aussi les majorités, les parlementaires se sentent conscients du pouvoir, parce que je ne voudrais pas vous donner des clés, parce que moi mon rôle c'est que ça marche, mais il y a une capacité pour une majorité à dire à un gouvernement, j'ai pas 500 amendements, j'en ai 3, pour peser sur une décision gouvernementale. Encore faut-il se penser soi-même comme un collectif puissant. Et par ailleurs, il faut que les institutions donnent plus de puissance, me semble-t-il, au Parlement dans une relation. Moi, je pense que les gouvernements ont tout intérêt à avoir un Parlement qui soit puissant. Parce que si ce n'est pas dans ce lieu-là, comme tu l'as dit un peu Jean-Louis, que ça se fait, ça se fera ailleurs, vous rassurez-vous. Et donc c'est ça la difficulté. Troisième chose que je voulais dire, c'était ce que tu as dit un peu Hervé sur les pouvoirs locaux et le rapport à l'État central. C'est vrai que ce que tu dis sur la question, éventuellement y compris du contre-pouvoir à l'hyper-présidentialisation, mais je voudrais alerter aussi sur quels sont les contre-pouvoirs aux pouvoirs locaux. Quel est le contre-pouvoir à un président de métropole? C'est zéro, hein. Or, le pouvoir se conçoit s'il y a des contre-pouvoirs locaux. Parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoirs locaux, on a des expériences. Enfin, la démocratie, elle est équivalente, que ce soit au niveau local qu'au niveau national. Elle a besoin, au niveau local comme au niveau national, de pouvoir, de gens qui décident et qui soient responsables, je suis d'accord avec toi, puis de gens qui puissent en face avoir des contre-pouvoirs. Quel est le contre-pouvoir d'une opposition à une métropole? C'est égal à absolument zéro. Et au fond, une fois que quelqu'un est élu président d'une agglomération dans les conditions qu'on sait, on en reparle dans 6 ans. Hein. Sans compter les expériences qu'on a, y compris dans cette région, je le dis sous l'œil de Philippe et de Nadia, c'est vous avez une majorité à la métropole d'Orléans qui choisit une majorité qui n'est pas la majorité que les gens ont choisie. Et qui vient de faire la même opération à Tours. Maire de gauche, majorité métropolitaine de droite. Écolo, pardon. Et je ne suis pas d'accord avec le maire de Tours. Hein. Enfin, c'est quand même la ville de Tours. Elle n'a pas de représentants à la métropole. Ils ont démissionné tellement ils ont été maltraités. Ça pose quand même un petit problème démocratique. Et donc, je pense qu'il faut qu'on regarde les sujets démocratiques et les défis démocratiques ici, aussi au niveau local. Ça n'est pas qu'un sujet national, cette affaire-là, parce que le renforcement des pouvoirs locaux doit s'accompagner du renforcement des contre-pouvoirs locaux. Je partage enfin ce que tu as dit un peu sur... C'est vrai que c'est assez bizarre de voir un président de la République venir à Marseille, mais là où on a un problème, c'est... et tu as raison de le dire, et c'est bien que tu l'aies dit, c'est quand même l'irresponsabilité des élus face à laquelle on est. Oui, mais quel est le moment où, si jamais le président de la République n'y va pas, on continue l'irresponsabilité qui est à l'œuvre depuis 20 ans dans cette ville. 20 ans. Mais dis donc, vous n'oubliez pas alors, attends, non mais ça n'est pas, mais je te fais pas une polémique avec toi, je te dis factuellement, mais c'est pas qu'une question de statut. Et par ailleurs, tu sais très bien, dans cette métropole de Marseille, comme dans tas d'endroits, c'est que les gens ne voulaient pas bouger parce qu'on conservait les pouvoirs. Et donc, ce que je veux dire, il n'y a pas une vertu locale et une non-vertu nationale, me semble-t-il. Non, mais j'ai pas dit que je rebondissais. J'ai pas dit que tu disais ça. Je rebondissais sur cette idée-là. Moi, je pense que la réponse, c'est Jacqueline qui l'a dit, c'est une réponse de différenciation. Parce que je pense la vraie loi de décentralisation qu'a portée, c'était pas tant une affaire d'équilibre de pouvoir. D'ailleurs, je pense que c'est la loi de fer, parce que la loi de fer, et là, tu as raison, c'était une loi de confiance faite au territoire. La loi de fer, c'est pas une loi de pouvoir, principalement, même si ça a été une loi de pouvoir, c'est vous n'êtes pas des enfants. Et donc, je vous fais confiance aux élus locaux. Et c'est ça avec lequel il faut renouer, me semble-t-il. Et il me semble que la parole la plus forte qu'a eu le président de la République, même si on le met en œuvre, c'est sans doute trop lent, c'est la question de la différenciation. Parce que je pense que la différenciation, c'est une réponse intelligente d'adaptation. Et c'est ça que je voulais dire. On reviendra peut-être sur la question de la participation citoyenne. Et là-dedans, la participation citoyenne, et Dieu dans tout ça, comme disait l'autre, et là-dedans, la participation citoyenne, je pense qu'elle est une aide. C'est vrai que c'est plutôt au niveau local, plutôt au niveau d'ailleurs municipal qu'elle s'est mise en œuvre. C'est plutôt une réponse parfois à des sujets hyper concrets que perçoivent les gens. J'ai un avis, mais par construction, moins négatif que Jean-Louis sur l'expérience de la Convention citoyenne sur le climat, même si on en a vu les écueils et les difficultés. Moi, je pense que la participation citoyenne, elle marche si jamais oui, ça marche si on donne les termes de la question qui est posée. Si on dit, c'est pas vous qui prenez la décision, c'est la démocratie représentative, parce qu'elle a une légitimité électorale, qui procède de l'élection, qui décide, démocratie représentative étant...
Ça marche encore, oui. C'est parce qu'il est temps que je finisse. C'est pas moi. C'est Balanant, ça. Parce qu'il a une conception de la démocratie à lui. Non, je blague, Erwan. Et donc, il faut poser terme. Et il y a un troisième sujet, j'en parlais avec j'ai trouvé un homologue espagnol assez marrant, là, que j'ai croisé l'autre jour, qui était à Paris, et qui disait d'ailleurs deux choses. C'était assez fascinant. Il disait, vous avez de la chance d'être un pays central pour gérer une crise comme la vôtre. C'est toujours assez rigolo. Et il dit... Voilà, et deux, il disait oh là 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 là, gérer être ministre des Relations avec le Parlement quand on n'a pas de majorité au Parlement, c'est compliqué. Je dis oui, mais au moins vous vous amusez, vous pouvez vous amuser. Donc ouais, à rebours, c'est assez marrant. Mais il disait un truc assez intelligent, je trouvais, intéressant. Ils ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle la reddition des comptes. C'est-à-dire que le gouvernement, en continu, dit j'avais fait telle promesse, alors à la fois du niveau national et du niveau local. Et 1800 items sur lesquels les gens pouvaient interroger le « vous aviez promis, vous avez fait ». C'est une façon aussi d'associer, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais d'associer les gens aux questions de démocratie. Je pense qu'on a besoin de construire une démocratie continue. C'est vrai que ce que tu as raison, c'est pas un moment, puis dans 5 ans on se revoit. C'est un moment, et comment on fait en sorte qu'avec les parlementaires et avec le gouvernement, on réinterroge régulièrement la question. Et quelles sont les soupapes? Pour moi, la soupape principale, elle est quand même au Parlement, et c'est là qu'il faut que le Parlement prenne sa puissance. Oui, merci Marc. Juste un point sur l'état du débat. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on a un petit sujet de procrastination sur la question de des révisions à faire sur nos institutions, parce que entre le débat entre Hervé et Marc, on voit bien qu'il y a des choses à faire et qu'il faudra peut-être se dire un moment, il y a peut-être une révision de la Constitution à avoir. Je sais, Jacqueline, que tu dis qu'il faut faire des choses aux marges, mais je crois qu'il y a des choses un peu plus profondes à faire. C'était mon avis et je pensais que c'était important de le donner. Alors, je vais donner la parole à Fabien. Fabien, il est élu local et il a été élu local. Il est maintenant parlementaire brillant. Mais il représente aussi ce qu'est l'engagement. Et moi, c'est une piste sur laquelle je voulais qu'on aille pour finir, avant de laisser la parole à la salle. C'est la question de l'engagement, qui est aussi un des moteurs de la prise de responsabilité dans notre démocratie. Parce que la démocratie, c'est certes l'expression des opinions, mais c'est qu'un certain nombre de personnes prennent leurs responsabilités et s'engagent. Et peut-être comment on fait pour que dans notre pays, les gens continuent à s'engager ? Comment on fait pour qu'ils continuent à avoir envie de participer à la vie de la cité, à la vie de la politique, à la vie de notre pays? Et comment, quelque part, tout simplement, par cet engagement, sans qu'il soit électoral, il sera au moins le fait d'aller voter. Fabien, si tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Et puis, évidemment, de donner quelques éclairages par rapport à la question des petites villes dont tu es un des représentants. Merci, cher Erwan. Je suis très honoré de m'exprimer devant ce brillant cénacle, et avec une espérance bien moindre que ceux qui se sont exprimés juste avant. Mais c'est les questions que tu soulèves, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Déjà, quand j'étais conseiller municipal d'opposition, c'est comme ça que je commençais ma carrière politique, et puis après, quand je suis devenu maire en 2014. Déjà un fait, quand je deviens maire dans les Landes en 2014, une petite ville de 4000 habitants, je regarde qui est élu en tant que moi. Sur les 350 maires à l'époque, on est 5 à avoir moins de 40 ans. Première interrogation majeure. Pourquoi n'y vont-ils pas? Et moi, à l'époque, je suis directeur commercial dans une boîte de construction de maisons individuelles, et je passe pour un extraterrestre. Mais quelle idée de s'engager avec ce que tu gagnes? Quelle idée de s'engager pour ta collectivité, pour ta commune? Bon, en fait, tu sais, tu ne pourras pas revenir facilement, ça va être compliqué, mais vraiment, et combien tu gagnes? 1 600 € pour gérer une commune de 4000 habitants, 100 salariés, la responsabilité pénale de l'élu. Ok, on est vice-président de la communauté de communes ou de l'agglo à côté, enfin on arrive péniblement à 2500 €. Il faut poser les termes du débat, c'est-à-dire pourquoi ils n'y vont pas, pourquoi les jeunes cadres n'y vont pas, pourquoi les plus jeunes n'y vont pas, parce qu'ils vont mettre à côté leur carrière professionnelle, et si on veut vraiment bien faire le job, il faut le faire à plein temps. C'est ce que j'ai voulu faire moi quand j'étais maire, parce que le sujet m'a passionné. Et c'est vrai que gérer 100 salariés, un budget de 10 millions consolidé, plus la vice-présidente à la communauté de communes, ça prend un peu de temps. Donc ça doit nous interroger sur aujourd'hui l'indigence de traitement de la rémunération des élus locaux. C'est pas tout, mais c'est une partie des éléments. Et pourtant, on parlait ce matin de la nuance. Or, je pense qu'on est sur l'échelon de la nuance.
on est sur l'échelon qui est bien compris de nos concitoyens. On sait ce que fait le maire. On comprend où il veut nous emmener. Il y a cet espace de concertation qui est très proche. Et c'est encore un échelon où on arrive à faire passer de la nuance. La nuance, en fait, du en même temps, de l'équipe de la gestion, de pourquoi on fait ça et où on va. Et moi, quand j'étais maire, j'arrivais à faire ça. En fait, j'étais un maire plutôt populaire. Je deviens un parlementaire beaucoup plus impopulaire auprès de ma population. Et je n'ai plus du tout la même relation. Donc ça aussi, ça doit nous interroger. Tout à l'heure, on en parlait également. Et là, après, il y a la légitimité de l'intercommunalité. C'est-à-dire que malgré le fléchage des élus, pour les gens, on est déjà dans un échelon beaucoup moins compréhensible. Quelle est la légitimité d'un président d'agglo ou une majorité à l'agglo ou à la métropole, c'est un peu différent. Mais encore que, à part Lyon, elles ne sont pas élues directement. On est sur un fléchage. Ou sur la communauté de communes, engager autant de budget avec des problèmes de majorité où la ville-centre est sous-représentée. Donc il y a toutes ces questions-là. Et enfin, on sort des élections départementales et régionales. Honnêtement, à toutes ces campagnes, certains au premier chef, élus ou réélus, ou dans l'opposition aujourd'hui. Mais enfin, quand on allait sur les marchés, la première chose que nos concitoyens nous disaient, on ne comprend rien à votre truc. Mais c'est quoi la départementale? Mais non, c'est pas la région. Et pourquoi? Mais là, en centre-ville, du coup, c'est plutôt l'agglo, c'est une voie communautaire. Et puis le collège et le lycée. En fait, tout ceci est kafkaïen pour nos concitoyens. Alors, chère Jacqueline, on ne parlait pas de... Et on défie souvent à l'Association des petites villes de France, que je représente aujourd'hui. Donc, c'est 1200 communes, c'est un peu plus d'un tiers des habitants de France qui vivent dans des communes de 2500 à 25 000 habitants. L'idée n'est pas de refaire un grand soir de la décentralisation, mais de faire le bilan depuis 1982. Et les communes ont plutôt fait le job, honnêtement. On le voit à la faveur de la crise Covid. Et sur la crise Covid, honnêtement, le couple préfet-maire a parfaitement fonctionné. La distribution des masques, l'organisation du scolaire et du périscolaire, tout ceci, les vaccinodromes, bien sûr, dans des villes un peu plus importantes. Et honnêtement, ça a bien fonctionné. Donc, il y a quand même toujours cet échelon de confiance sur lequel qu'on pourrait valoriser, mais tu y es revenu tout à l'heure. Et sur la loi 3DS, parce qu'en fait, on peut parler de choses plus précises, parce qu'aujourd'hui, le véhicule législatif, c'est la loi 3DS. Après la loi Cornu, qui était intéressante à bien des égards, moi, quand j'en parle avec mes collègues donc, de ces communes de 2500 et 25 000 habitants, il y a un satisfecit, clairement. Sur plus d'autonomie en matière environnementale, par exemple, c'était attendu. Il y a des demandes également sur l'économie. Il y a la royaume de SRE, mais qui est vraiment satisfaisante à bien des égards, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes dans ce domaine-là. Mais sur le statut de l'élu, est-ce que c'est le bon véhicule? Mais une fois de plus, on s'interroge également sur le statut de l'élu, sur le rôle des intercos, sur la relation entre la ville-centre et l'intercommunalité. Ça fait beaucoup de fusées, je sais, mais en tout cas, c'est une vraie interrogation. Donc voilà, est-ce qu'on donne un peu plus de largesse, un peu plus d'autonomie sur ces collectivités-là qui sont en attente parce qu'aujourd'hui elles font le job et elles sont comprises de nos concitoyens. Et par les temps qui courent, je pense que c'est plutôt précieux. Merci. Vas-y, pardon. Non. Moi, je remercie beaucoup Fabien pour les questions que tu poses, parce que les questions précises, on voit bien qu'à travers vos différentes interventions, et je pense qu'on attend la connexion d'ici quelques minutes avec François Rebsamen en direct de Dijon, on voit bien qu'on est quand même à un carrefour, en tout cas un paradoxe de notre démocratie, mais c'est bien une démocratie en soi, il y a des paradoxes. Le paradoxe, c'est et j'étais grâce à mon think tank sur le défi démocratique, la chance d'auditionner, après vous avoir auditionné, Monsieur le Président, nous avons auditionné la semaine dernière Jean Viard, le sociologue Jean Viard, passionnant, que vous connaissez tous, et nous dire finalement que lui, il n'était pas si inquiet que ça sur l'abstention sur les élections locales, parce qu'il dit, vous demandez aux gens de venir voter pour des choses auxquelles ils ne comprennent rien. Ou alors de voter pour des architectes. C'était réducteur, évidemment, c'était à but de provocation. Mais effectivement, on construit un collège quand on est un département, on construit des lycées quand on est au niveau régional et on s'occupe des écoles au niveau communal. Ne prenons que ça, c'est pas simple. Et on est à ce paradoxe, et Jacqueline, tu l'as très bien dit, Marc l'a très bien dit, entre la complexité de ce territoire que nous avons et la nécessité de clarifier les enjeux et donc forcément à un moment quand même les compétences. Je parle en connaissance de cause.
je parle en connaissance de cause, Jacqueline, c'était pas ton sujet, mais de la métropole parisienne, qui est un fourre-tout de complexité qui perd le citoyen. Et qui perd le citoyen dans les scrutins. La métropole parisienne est pour moi une procrastination, tu disais, de notre mandat. Nous n'avons pas su avancer sur ces questions, malheureusement, mais le paradoxe est là. Alors, on attend la liaison, on ne l'a toujours pas. Nous avons quand même un impératif horaire qui est de laisser la parole à Richard Ferrand. Donc, 1 minute, on est connecté dans 1 minute. Alors, 1 minute, donc une question dans la salle, 1 minute pour une question. Alors, Nadia, tu voulais poser une question, on te laisse la parole. Juste aux camarades, je suis désolé, pour nous c'est frustrant aussi, on n'a pas le temps de faire des questions. Voilà. La réponse, mais j'ai été interpellée évidemment parce que tu as dit, Hervé, sur la participation citoyenne, et je voulais savoir comment, en 6 ans de mandat, toi comme président de région, tu as mis en place cette participation citoyenne, avec quels exemples concrets et des résultats, et comment tu mesures ces résultats, d'une part, et d'autre part, par rapport à la proposition d'avoir des mandats de 6 ans avec 2 grands temps électoraux tous les 3 ans, un local et un national, ce que vous en pensez, et également, évidemment, le vote obligatoire. Voilà. Je pense que la réponse, vous pourrez vous la faire après. Je suis désolé, il faut qu'on prenne M. Rebsamen, et puis après qu'on donne la parole à Richard. Je suis désolé de faire le monsieur... qui coupe un peu le temps, mais voilà. Oui. Merci. Bonjour, monsieur le maire et président de la métropole de Dijon, maire de Dijon. Nous sommes dans une table ronde, comme vous le savez, avec nos différents amis Hervé Morin, Marc Fesneau, Jacqueline Gouraud, Jean-Louis Bourlange, Caroline Cailleux, Fabien Lenné. Erwan et moi, nous voulions... suite à ce débat que nous avons engagé sur la question démocratique et sur les réformes, en tout cas les pistes pour progresser, puisque nous avons la chance de pouvoir nous interroger sur ces questions, avoir votre sentiment, votre témoignage sur ce paradoxe entre la complexité, la nécessaire complexité, de l'équilibre des pouvoirs entre ce que vous vivez à l'échelon de votre métropole et de votre mairie et de la nécessaire meilleure, en tout cas nous le souhaitons, nous au groupe démocrate, meilleure représentation aussi nationale. Quelle est votre vision? Nous savons que vous avez pris des positions, notamment sur la question de la représentation nationale récemment, sur des questions qui nous occupent, comme la question de la proportionnelle. Donc je vous laisse la parole pour 5 à 6 minutes et ensuite nous débattrons avec vous. Merci. D'accord, c'est moi qui vous remercie. J'espère que vous m'entendez bien. Je salue toutes les personnalités qui sont avec vous, collègues, ministres, présidents. J'ai vu la liste et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous. Oui, comme je suppose nous sommes interpellés par l'administration territoriale de la République et par le fonctionnement de la République. J'étais, ce qui ne me rajeunit pas, j'en conviens, j'étais commissaire du gouvernement sur la loi JOX, dite loi ATR, à laquelle j'avais beaucoup participé à l'époque en tant que conseiller politique du ministre de l'Intérieur à l'époque. Et depuis, les choses ont un peu évolué, on peut même dire qu'elles ont beaucoup évolué, elles se sont des fois améliorées et des fois dégradées. Elles se sont améliorées à travers sûrement des conseils régionaux qui petit à petit, même s'ils ont perdu une part de leur autonomie budgétaire et fiscale, ont fait des choses nouvelles. Elles se sont améliorées à travers des collectivités locales qui ont su se regrouper à travers des établissements publics de coopération intercommunale de nature très différente, que ce soit communauté de communes, d'agglo, vous savez ça par cœur, que ce soit communauté
urbaine ou métropole tant décriée au jour d'aujourd'hui, à tort je le crois, à condition qu'elle sache nouer des liens avec les territoires environnants, et quand même interpellé comme vous par cette formidable abstention dont une part est due, bien évidemment, ça ne nous échappe pas, notamment pour les municipales, à la crise de Covid qui nous a frappés, on l'a vu, la peur de se rendre aux urnes, mais qui est là quand même de manière prégnante et qui traduit quand même une difficulté, je crois, des partis politiques aujourd'hui à assurer une représentation du territoire aux yeux de nos concitoyens. Et donc, c'est pourquoi au niveau national, depuis fort longtemps, je suis partisan de la proportionnelle, d'une proportionnelle qui soit intelligente, c'est-à-dire pas d'une proportionnelle, si je voulais simplifier, à l'israélienne, mais d'une proportionnelle comme ça avait pu être organisé à l'époque. D'ailleurs, j'étais déjà au ministère de l'Intérieur, une proportionnelle départementale qui permet tout à la fois d'assurer la représentation de l'ensemble de la classe politique, mais également de permettre d'avoir des majorités. Donc ça, c'est des choses qui sont assez simples sur lesquelles on reviendra, mais je pense que une bonne part de la désaffection vient aussi de l'effet, j'allais dire, explosion des partis politiques qui ont du mal à assurer cela parce qu'ils pèsent peu à l'Assemblée nationale, à part le groupe Modem qui a pris un poids certain. Mais sinon, il est clair que cette explosion des partis politiques, leur non-représentation suffisante à l'Assemblée nationale, une sorte d'injustice démocratique qui existe dans ce pays, n'incite pas des électeurs qui pouvaient se reconnaître dans des formations politiques à participer au vote, notamment aux élections, par exemple, législatives ou nationales. Mais je pense que cela, on peut y remédier. Mais il faudrait que la réflexion soit plus globale parce que on se trouve confronté. Je ne veux choquer personne, ce sont mes opinions personnelles et donc elles ne remettent pas en cause celles et ceux qui aujourd'hui assument les fonctions. Mais je pense qu'il faudrait changer la nature du Sénat. Je ne sais pas si Jacqueline est là, chère Jacqueline, puisque je pense moi que le Sénat devrait être une sorte de Bundesrat, c'est-à-dire représenter véritablement les différentes collectivités locales dans intuitu personné. Chacun y serait intuitu personné. On n'aurait pas besoin de faire des élections sénatoriales. Il suffirait que soient désignés les maires des grandes villes, les maires des petites villes entre eux. J'espère me faire comprendre. Les présidents de département, les présidents de région devraient être tous sénateurs. Et le Sénat devrait voter les textes concernant les collectivités locales, notamment tous les textes financiers. Je portais ce projet avec Gérard Collomb à l'époque au sein du Parti socialiste, mais bon, bien évidemment, il n'a pas pu se faire. Mais je reste persuadé que ce mode de scrutin aujourd'hui des sénateurs à moitié proportionnel ou majoritaire, quand on pense qu'on a des sénateurs de Paris dont le seul but est d'être désignés par leur formation politique pour être sénateur sans avoir de service à rendre à la République. Bon, moi je suis assez choqué par cela, mais c'est à titre personnel que je m'exprime. Et donc je mettrai de la proportionnelle à l'Assemblée nationale et je mettrai intuitif personnel les responsables des collectivités locales de tout rang à un niveau qui permettrait à chacun d'être au même niveau au Sénat sans faire d'élection, mais en les désignant, quel que soit le maire de Dijon, par exemple, pourrait siéger au Sénat en fonction bien sûr des élections locales. Ça, c'est quelque chose qui me semble indispensable si on veut revivifier la démocratie au niveau national, parce que les pouvoirs du président, et on peut dire quand même que j'allais dire la bombe Macron, excusez-moi de cette expression, je suis très respectueux du président de la République, mais la bombe Macron a fait exploser quand même les partis politiques et je pense qu'on n'en a pas vu encore tous les effets secondaires. Et donc il faut absolument qu'on puisse réfléchir ensemble à comment revivifier le fonctionnement de notre démocratie, faute de quoi on verra se multiplier des manifestations tous les samedis de gens qui ne se retrouvent pas représentés à quelque niveau que ce soit, des parlementaires maintenant que le non-cumul
est en fonction, si on peut dire, le fait que ce sont des parlementaires, notamment députés quasiment hors sol, sans aucune prise en réalité sur le terrain, qui se précipitent comme ils le peuvent d'ailleurs sur leur territoire pour montrer qu'ils existent, mais avant ils étaient, parce que ça c'est la fonction majoritaire, souvent pris pour des assistantes sociales, ils intervenaient pour demander au maire du travail pour certaines personnes, des logements pour d'autres, vous voyez, finalement je reprends cette formule qui était celle de François Mitterrand, même si je suis pas devant une assemblée de socialistes, les modes de scrutin, ils s'usent quand on s'en sert. Et donc, je pense que le mode de scrutin majoritaire, lié à la Ve République aujourd'hui, a fait son temps pour l'Assemblée nationale et qu'il est temps de revenir. Après, la proportionnelle créera des apparatchiks au bout d'un certain temps, j'en suis persuadé. Mais il faudra à nouveau changer si on veut revivifier. Donc, voilà ce que je pense au niveau national. J'essaie de ne pas être trop long. Et ça n'a rien d'original. Je ne suis pas le seul à penser ça, mais on n'est pas encore assez nombreux pour pouvoir peser plus. Et je salue le président du MoDem, avec lequel j'échange assez souvent, c'est qu'il me vaut des menaces. On veut m'excommunier du Parti socialiste parce que je suis un social-démocrate qui aime bien débattre et discuter avec des démocrates, et même avec des libéraux démocrates. Donc voilà. Alors j'ai un autre sujet pour moi au niveau local. Je suis contre l'élection des conseillers départementaux. Parce que je considère que c'est encore d'abord beaucoup de temps perdu et ça ne répond pas à l'intérêt général des départements. Je ne suis pas pour la disparition, contrairement à ce qu'on essaie de me faire dire, des départements. Je suis pour un autre mode de représentation dans les conseils départementaux et je pense qu'on y gagnerait beaucoup parce que en zone urbaine, tout le monde le sait, il y aura de plus en plus de monde en zone urbaine, personne ne sait ce qu'est un canton. Les limites cantonales sont ignorées par tout le monde. Alors, évidemment, la solution de facilité, c'est de dire on va mettre du scrutin proportionnel dans les zones urbaines et on va garder un scrutin majoritaire en zone rurale. Je suis opposé à cette proposition. Moi, je suis pour que le conseil départemental, sans élection, soit représenté par désignation par les EPCI. Et que ce soit, alors évidemment je suis détesté dans le sud ou ouest de la France par mes camarades quand je dis ça, mais c'est ce que je pense le mieux pour notre pays, pour la représentation des départements, parce que on se forge plus facilement une idée de l'intérêt général d'un département quand on représente un EPCI que quand on représente un territoire petit, un canton, même s'ils sont un peu plus grands, parce que j'avais proposé que ça soit binominal pour permettre à des femmes d'accéder enfin aux fonctions départementales, parce qu'avant il y avait une vingtaine ou une trentaine de départements où il n'y avait pas une femme élue conseillère départementale. Donc grâce au binôme, eh bien maintenant il y a une parité homme-femme, mais je reste persuadé que le meilleur mode de désignation serait que les EPCI, à proportion de leur population, tout en renforçant la représentation dite du monde rural, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui se sentent délaissées, permettrait d'avoir une meilleure prise en compte de l'intérêt général du département et non pas de l'intérêt de chaque canton qui, avons lieu aujourd'hui, est quand même, à part peut-être en Suisse, une incongruité démocratique en Europe. Donc je regarde beaucoup ce qui se fait en Europe et je pense qu'on a aussi notre démocratie beaucoup à apprendre du fonctionnement démocratique d'autres pays et notamment de l'Allemagne dont la constitution a été faite par des constitutionnalistes français, mais pas que, bien sûr, vous le savez. Et donc, voilà quelques propositions qui pourraient, je le crois, alimenter un débat, nécessaire. Et merci, merci beaucoup. On a un petit impératif de temps et vous l'avez bien dit, je crois que vos propos ont suscité un peu de débat et je pense qu'il faudra sans doute qu'à un moment donné, on se remette autour de la table pour en parler. Moi, juste une réaction à ce que vous avez dit. Moi, je suis observateur du Parlement depuis 20 ans, par passion. Et je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est des députés plus hors sol qu'avant. Je crois même que cette mandature a peut-être fait des députés plus jamais
qu'avant ancrés dans les territoires parce qu'ils sont issus parfois de parcours qui n'étaient pas des parcours de 10 ans, 20 ans, 30 ans de politique, même s'il en faut parfois aussi des gens qui ont ce parcours d'avoir été collaborateurs parlementaires et qui ont fini par être élus. Il faut de tout et je crois que c'est ce qu'on a aujourd'hui dans cette Assemblée.